Je suis Olivier Babot, je suis professeur à l'Université de Bordeaux, je suis également essayiste. Mon dernier essai s'appelle Le nouveau désordre numérique, celui d'avant s'appelle Éloge de l'hypocrisie. Les deux, en fait, ne sont pas totalement sans lien. Et je suis aussi le fondateur et le président du think tank Institut Sapiens, c'est-à-dire un laboratoire d'idées en bon français. C'est vrai que cette crise a été un révélateur. Comme souvent les crises, elles permettent de voir des tendances qui existaient avant, mais qui étaient peut-être pas forcément aussi visibles. Cette crise a été le triomphe des technologies numériques qui nous ont sauvés, qui nous ont permis de continuer à échanger, de continuer à vivre, de continuer à travailler et à consommer, à commander des choses pendant les périodes de confinement. Et en même temps, ça a considérablement augmenté notre dépendance à ces entreprises. Et on s'est rendu compte qu'on vivait dans une dépendance certaine à des entreprises qui, pour la plupart, ne sont pas d'ailleurs françaises, ni même européennes. Elles viennent en grande partie outre-Atlantique. Et on s'est rendu compte des conséquences concrètes de la façon dont on a été relié à ces entreprises. Entreprises qui, en même temps, ont vu leur valorisation exploser, ce qui est tout à fait représentatif du pouvoir mondial qu'elles prennent. Si vous prenez toutes les entreprises technologiques américaines, elles sont à elles seules équivalentes à l'intégralité des valorisations boursières européennes en totalité. Si vous prenez seulement Microsoft ou Apple, ils sont supérieurs à eux tout seuls en capitalisation boursière à l'ensemble du CAC 40. Donc c'est aujourd'hui des valorisations absolument inouïes, mais qui traduisent justement cette domination de ces plateformes, des plateformes qui jouissent d'un modèle économique particulier où le gagnant prend tout, où celui qui est le plus puissant a, par une sorte d'effet de cliquet et d'effet auto-entretenu, d'effet cumulatif, la capacité d'être de plus en plus puissant, d'absorber d'autres entreprises et de créer des formes de monopole ou en tout cas de ligopole. Souvenons-nous, au départ, les technologies numériques, on les a tous accueillies comme les Troyens ont accueilli le cheval de Troie. On l'a fait rentrer dans notre cité, on était contents, on a dansé autour. Il a concentré énormément d'attentes, il y avait énormément de rêves qui étaient associés à ces nouvelles technologies. Elles allaient permettre l'épanouissement du débat démocratique, elles allaient permettre à chacun de lancer son entreprise. Chaque entreprise allait avoir sa chance. Elle allait permettre aussi de donner accès à tout le savoir du monde, à toute l'humanité. On allait tous pouvoir devenir plus intelligents, devenir plus efficaces dans notre travail, on allait pouvoir mieux travailler, être donc un meilleur consommateur, un meilleur citoyen et un meilleur travailleur. Alors qu'est-ce qu'on voit 20 ans plus tard ? C'est que paradoxalement, une partie de ces promesses se sont révélées, mais en même temps, elles ont révélé aussi l'envers, en quelque sorte, de la médaille. C'est-à-dire qu'on a compris qu'une partie des gens, en effet, avaient vu leur productivité dopée. Une partie des gens ont une capacité à aller chercher du savoir et à utiliser comme un levier extraordinaire ces nouvelles technologies, et puis d'autres, pas du tout. On a assisté en fait à une extraordinaire polarisation avec des gens que j'appelle des technolargués, des gens qui n'ont pas le bonheur, qui n'ont pas les capacités d'avoir accès, qui n'ont pas un travail, qui utilisent ces technologies comme levier. Et ces gens-là sont extraordinairement éloignés. Du monde du travail nouveau où ce qu'on peut appeler les emplois du milieu, les emplois moyennement qualifiés disparaissent au profit d'emplois qui sont soit extrêmement qualifiés, soit extrêmement peu qualifiés, avec évidemment une rémunération qui est beaucoup plus basse. Et la conséquence extrêmement visible, très très forte, c'est sur pour dire l'ordre informationnel démocratique, sur l'état du débat public, dont on voit bien qu'aujourd'hui il est devenu profondément malade, il est devenu hystérisé, polarisé, avec des gens qui ont du mal à se parler et qui n'arrivent plus à se parler, qui s'invectivent un peu comme dans le débat Biden-Trump, où les gens parlent uniquement à leurs supporters. Il n'y a plus de capacité à confronter des arguments, à pouvoir peut-être faire changer d'avis et pouvoir avoir des points de vue contradictoires. Il n'y a plus de points de vue contradictoires, il y a des espèces de gens, il y a des gens enfermés dans des bulles de filtre, et on l'est peut-être un peu tous d'ailleurs, qui ont de plus en plus de mal à comprendre le point de vue des autres. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte d'immense désillusion démocratique sur ce qu'est en train de faire la technologie à la démocratie, au débat public. Les réseaux sociaux sont une sorte, ce que j'appelle des omnis, c'est-à-dire des objets médiatiques non identifiés. Ils ne sont pas tout à fait seulement hébergeurs. Souvent, au début, ils se vendaient comme ça en disant « Nous, on est juste une agora, on est une place publique, puis vous y allez, vous dites ce que vous voulez ».
Sauf que, non, il ne peut pas dire ce qu'on veut parce qu'il y a des lois, parce que la façon aussi dont les paroles sont relayées, dont les groupes sont organisés, dépend d'eux. C'est-à-dire que les algorithmes vont créer l'agora. C'est là la subtilité à comprendre. C'est que ce n'est pas uniquement une place publique, c'est une place publique qui est en même temps privée et où les algorithmes vont décider de ce qui doit être vu et de ce qui n'est pas visible, de ce qui a l'air intéressant, de ce qui doit être intéressant pour vous et ce qui n'est pas intéressant. Et donc, vont influencer votre parcours de réflexion, les idées auxquelles vous aurez accès. On dit souvent que les gilets jaunes ont été rendus possibles parce que Facebook a modifié son algorithme et a fait que c'est des nouvelles plus concernantes, plus proches, différentes façons de vous montrer la réalité qui a fait que les gens se sont mobilisés peut-être avec cette force. Et on voit très bien que donc c'est pas vraiment un hébergeur et puis c'est pas seulement un éditeur, c'est pas seulement un journal qui va être responsable donc ex ante de ce qui va publier sous son nom et on n'a pas cette responsabilité parce que vous n'êtes jamais sûr de ce que les gens vont faire. Et si vous voulez faire une édition ex ante, à ce moment-là, vous ne permettez plus à personne quasiment de parler. Donc, vous êtes entre les deux. Il faut faire probablement une sorte d'édition ex post. Et c'est là qu'on a demandé à ces réseaux sociaux de faire eux-mêmes le travail de censure qu'autrefois l'État assumait. Mais avec une complexité inouïe qui est qu'autrefois, quand vous aviez quelques médias qui publiaient au pire un quotidien, vous pouviez arriver à censurer. Quand vous avez chaque personne, des millions de personnes, des centaines de millions, voire des milliards, qui peuvent s'exprimer en même temps à très très grande vitesse, cette censure, elle est beaucoup plus complexe, donc vous êtes obligé en grande partie de l'automatiser, et puis vous êtes obligé de créer des règles qui vont faire que vous allez supprimer certaines expressions plutôt que d'autres. Et en effet, du coup, vous avez un rôle régalien. Vous avez un rôle terrible de contrôle de l'information. Vous faites autrefois seulement ce que l'État pouvait s'arroger de faire, c'est que vous devenez d'ailleurs en quelque sorte aussi un pouvoir à la fois législatif et judiciaire. Vous êtes à la fois aussi le procureur et le juge. Des juges sans tribunaux et sans recours facile. En fait, c'est très très difficile de lutter contre les machines, contre un ordre des choses, contre des plateformes qui sont quand même virtuelles et qui sont surtout géographiquement très éloignées. Alors la Chine, depuis le début, a clairement dit qu'elle voulait son propre modèle, qu'elle voulait ses propres acteurs, parce qu'elle veut garder la main dessus. Alors la Chine, il faut quand même le dire avec force, ça n'est pas un modèle. En tout cas, à mes yeux, ça n'est pas un modèle, mais c'est quelque chose qui fonctionne objectivement, et c'est peut-être ça qui est inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies ont donné des armes extraordinaires aux régimes, disons, autoritaires, voire on pourrait les appeler des formes de techno-dictature en quelque sorte, c'est-à-dire des régimes qui vont utiliser à plein les technologies pour contrôler les populations. Et on sait que la Chine le fait avec une puissance extraordinaire, avec la volonté de pouvoir identifier n'importe quel Chinois en 3 secondes partout. Ils sont 1,4 milliard. L'idée, c'est de pouvoir aussi, ils le font avec une vitesse extraordinaire, développer un système de notation sociale, d'évaluation sociale qui va enfermer les gens dans un carcan, évidemment, dont Michel Foucault aurait pu commenter avec bonheur. Mais c'est extraordinaire la puissance, la rapidité avec lesquelles ils ont créé tout un écosystème où toutes les informations sur un même citoyen sont centralisées, ce qu'il achète évidemment avec Alipay, ce qu'il raconte sur WeChat, et puis ses déplacements grâce à des caméras de reconnaissance faciale. Il devrait y en avoir d'ici 2 ans 1 milliard en Chine. Aujourd'hui, on est entre 300 et 400 millions. Bon. Et en face de ça, vous avez des démocraties libérales, vous avez des États européens qui, depuis le début, ont choisi le modèle de la liberté, aussi le modèle de la libre concurrence. Donc on a été ouvert à toutes ces entreprises, on les a utilisées, on utilise leurs services, mais on n'a jamais eu la capacité de développer nos propres plateformes. On a été probablement beaucoup plus lent, on a tout un écosystème qui ne favorise pas de la même façon l'innovation, on est beaucoup plus fort pour réguler, mais réguler avec sans doute un temps de retard. Et donc, on a été extrêmement poreux à ces formes de soft power modernes. On était déjà au soft power américain depuis très longtemps, depuis après-guerre. Mais ce soft power moderne qui est le fait qu'on utilise des technologies qui sont créées, qui sont développées et contrôlées de l'autre côté de l'Atlantique, on y a été totalement, on les a totalement adoptés et c'est l'état de fait qui existe aujourd'hui.
Alors l'histoire n'est pas finie. On voit bien qu'aujourd'hui, des voix s'élèvent pour parler justement, pour problématiser ce pouvoir croissant des GAFA. Aujourd'hui, il est objectivement extraordinaire. On voit bien que les GAFA ont une taille qui est celle de certains pays, mais aussi une influence. Facebook, c'est un tiers de l'humanité quasiment qui est répertorié chez eux. Donc vous avez un pouvoir qui est absolument inouï et donc une capacité d'influence qui est tout à fait comparable à celle des États. Donc se pose aujourd'hui le problème du régalien, de ce qui reste au régalien, autrement dit de ce qui reste au pouvoir démocratique, au pouvoir qui a une source démocratique. Qu'est-ce qui lui reste aujourd'hui? Peut-être le monopole de la violence légitime, mais quand par ailleurs vous avez perdu la monnaie, vous avez perdu le contrôle de l'information, vous êtes peut-être un État, quelque part un État peut-être veilleur de nuit ou un État voiture-balai de la mondialisation qui va avoir pour tâche d'essayer de rabibocher un peu des sociétés rendues malades par ailleurs par les technologies et par le grand vent de la mondialisation qui bouleverse des ordres, surtout dans les grandes démocraties libérales. Donc la question qui se pose dans les années à venir, ça va être celle de la capacité des États à réaffirmer leur rôle et à créer des instances de régulation qui vont permettre de remettre un peu d'ordre démocratique, économique et social dans un monde technologique qui ne reviendra pas en arrière. On ne va pas débrancher Internet, on ne va pas débrancher les réseaux sociaux. Mais peut-être que leur usage, que les régulations et que la façon dont l'État s'y frotte en quelque sorte et les traite, ça va évoluer et pour Facebook comme probablement pour les autres plateformes. Tout se passe un peu comme si il y avait une partie de foot qui avait commencé avant qu'on comprenne qu'elle a commencé. Et donc, on a encaissé des buts, on n'était pas encore rentré sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a été probablement assez naïf. On a tous vu la technologie, ou on est beaucoup à avoir vu la technologie un petit peu comme des lapins devant les phares d'une voiture. On a été fascinés. Le temps qu'on comprenne ce qui se passe, toutes les positions ont été prises. On pourrait comparer ça à un échiquier. Tout a été avancé. Nous, on n'a pas encore positionné nos pions. Alors, il faudrait faire attention à ne pas avoir ce défaut typiquement français qui est d'être hyper prêt pour la guerre d'avant. 1870, 1914, 1939, les lignes Maginot, on est très très fort. Alors, il faudrait comprendre que la solution, c'est de mener la guerre d'après, c'est-à-dire d'être prêt pour le prochain tournant. Il y a plein de tournants nouveaux. Google a raté des tournants extrêmement intéressants et qui auraient pu le tuer. D'ailleurs, le Google des réseaux sociaux, ils n'ont pas réussi à le faire. Il y a plein de choses qui sont en train d'advenir et de changer dans le numérique qui pourraient être saisies par les Européens. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on se pose la question de pourquoi on n'avait pas saisi les opportunités d'après. Si on veut réussir les opportunités d'avant, si on veut réussir celles d'après, il faut qu'on se demande pourquoi on n'a pas réussi à avoir nos propres GAFA. Est-ce qu'on a l'écosystème de financement? Les cerveaux, on les a probablement. Les compétences, on les a. Le problème, c'est qu'elles s'en vont. Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question sur l'export de nos savants? Et on le voit malheureusement souvent avec le prix Nobel. Donc vous voyez que c'est tout un ensemble qui se tient. C'est notre capacité à former les gens, à les garder, à permettre aux entreprises de se développer, à passer de l'invention à l'innovation, c'est-à-dire le moment où vous allez inventer une technologie. Nous, on est très fort pour inventer. L'innovation, c'est quand vous allez en faire un marché. Et cette capacité à en faire un marché, à la développer et en faire des grands acteurs, ça, on l'a un peu moins en Europe. Et donc, c'est ça ce dont on a besoin, une vision aussi des pouvoirs publics sur les évolutions technologiques qui soit autre chose que, mon Dieu, essayons d'édifier des digues pour essayer de protéger les quelques petits monopoles qu'on peut avoir. Le bon exemple, regardez, c'est les taxis. Les taxis n'ont absolument pas bougé jusqu'à ce qu'arrive une disruption, une ubérisation. Ça a même donné le nom. Et en fait, c'est ça qui a permis un petit peu l'évolution du monopole. Donc, n'attendons jamais que des nouvelles réglementations de pouvoir nous sauver de la marée qui monte, mais au contraire, inventons les nouveaux bateaux, si vous voulez. C'est-à-dire que la marée arrive, la technologie va continuer à avancer. On arrive avec probablement des révolutions énergétiques, des révolutions informatiques avec l'informatique quantique. Il y a des choses incroyables qui vont pouvoir être faites à partir de ces nouvelles technologies. La 5G, d'ailleurs, en fait partie, avec jusqu'à 1 million d'objets connectés par kilomètre carré. Ça peut changer énormément de choses. Arrêtons d'être timorés. Arrêtons d'avoir peur, de vendre au contraire de la précaution aux gens et vendons au contraire cette logique de prise de risque qui est celle en fait de l'entrepreneur tout simplement.
Alors, c'est très intéressant parce qu'avec le Covid, la notion de souveraineté est revenue sur le devant de la scène. On a compris que c'était très important d'être indépendant, en fait. C'est-à-dire quand vous étiez dépendant, un peu comme quand un emprunteur devient la chose du prêteur, il est forcément son obligé. Eh bien, quand vous êtes dépendant pour des choses fondamentales, comme les technologies que vous êtes obligé d'utiliser, évidemment les matières premières, évidemment l'énergie, évidemment les médicaments et les principes actifs principalement, eh bien, vous êtes très ennuyé parce que vous devez accepter leurs conditions. Donc, on est en train de réfléchir maintenant sérieusement, et on met la question du nationalisme de côté, sur les choses qui vont créer, en effet, de l'indépendance par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'en France, on confond toujours fonction publique et service public. On pense que le service public ne peut être fait que par la fonction publique, ce qui est une incompréhension fondamentale. Il y a plein d'associations qui font des choses qui ont la valeur de bien commun, par exemple, qui sont aussi quasiment aussi des services publics, mais qui ne sont pas publics. Vous avez des entreprises qui font du service au public, qui gagnent à tout le monde. Et d'ailleurs, d'un point de vue libéral, toute entreprise... par définition, quand il n'y a pas d'externalité négative, eh bien, ce qu'elle fait, comme elle trouve son marché, c'est qu'elle apporte quelque chose à la société. Donc en effet, il faudrait que l'État comprenne mieux que son rôle, c'est d'être un orchestrateur, probablement un visionnaire, un régulateur, mais non pas quelqu'un qui va chercher à tout faire, qui va chercher à toujours intervenir dans tout et qui va au contraire être celui qui va créer les conditions pour que la liberté, pour que les entreprises se développent. Et en effet, des partenariats avec le privé, quand vous savez que c'est le privé qui souvent est le plus réactif, c'est le privé qui va avoir la meilleure vision, qui va être le plus agile, qui va arriver à mettre en place les choses, vous avez intérêt à travailler avec eux, un peu comme dans la fonction publique, dans l'État, dans l'administration, vous avez intérêt à prendre des contractuels qui vont être plus qualifiés sur un sujet donné, avec une mission donnée, et qui vont probablement pouvoir venir du privé, travailler un moment pour l'État, et puis repartir dans le privé. Donc c'est effectivement cette compréhension, arrêter de penser en silo le secteur, le public versus le privé, d'ailleurs de voir en France le privé uniquement comme un endroit, une poche où vous allez pouvoir prendre de l'argent ad libidum, parce que vous ne savez pas très bien en fait comment fonctionne une entreprise, mais vous savez que c'est là que vous allez pouvoir prendre de l'argent, ça et les ménages. Il faut essayer de comprendre quelles sont les logiques des entreprises et essayer de savoir les utiliser. Donc c'est vraiment une réforme de l'action publique et de la compréhension du rôle de l'État, mais on en est assez loin en France parce qu'on n'a pas du tout cette culture-là. On a une culture peut-être un peu centralisatrice, napoléonienne et un peu méprisante en fait vis-à-vis de l'activité économique. Je crois que c'est assez passionnant de comprendre que ces gens ont une ambition prométhéenne. Mais prométhéenne au sens mythologique du terme. Vous savez, Prométhée, c'est celui qui a apporté la première technologie, celle qui a tout déclenché à l'homme, qui jusque-là était un animal apeuré, qui n'avait même pas grand-chose, sauf l'intelligence que Prométhée lui avait donnée, parce que c'était ce qui restait, vous savez, au fond du panier, mais il n'avait pas grand-chose pour survivre, et le feu, ça a été la première technologie qui lui a permis de tout faire. Bon. Et ils ont une ambition prométhéenne au sens où ils ont conscience du fait qu'ils apportent aux hommes, aux êtres humains, des technologies qui sont en train de changer la vie. Et même de changer l'homme, comme le feu d'ailleurs nous a changé la société. Et donc c'est des gens dont on voit très, très clairement que penser que leur but est de gagner de l'argent, c'est passer à côté complètement de leur projet. Quand vous avez une entreprise, quand vous avez des actifs qui valent plusieurs milliards, la valeur marginale des centaines de millions en plus n'est pas intéressante. Même si vous mettiez toute votre vie, vous n'arriveriez pas à dépenser votre patrimoine. Je pense qu'au bout d'un moment, très naturellement, on voit rarement des gens tout vendre et rester dans leur canapé à attendre que la mort arrive. Tous ces gens, c'est d'ailleurs souvent des entrepreneurs, des gens qui veulent faire des choses. Alors, vous avez le profil Bill Gates, c'est-à-dire des gens qui vont complètement s'investir dans ce qu'on appellerait de la philanthropie, avec des résultats qui sont assez étonnants. Et puis vous avez des gens qui vont essayer de porter la vision qu'ils ont de l'être humain, on pourrait dire une forme de nouvelle religion de l'être humain à travers tous leurs produits. Et je crois que Facebook ou Google, c'est beaucoup plus cette idée-là, c'est cette idée qu'on va devenir une sorte de fournisseur universel de produits et de biens aux êtres humains, et en même temps, on va leur apporter une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir la vocation humaine. C'est pas des gens qui vont vendre un produit, c'est des gens qui vendent fondamentalement une façon de voir
de voir la vocation de l'être humain. Hein, je crois qu'on le voit très très bien avec Facebook. Au bout d'un moment, c'est aussi la vision qu'on pourrait dire très américaine, très liée à la Silicon Valley. Donc c'est très très progressiste. Hein. Il y a une volonté de croisade philosophique et politique, je crois. Hein. À terme, vous n'êtes pas neutre, en fait. Je crois que la plus grosse erreur qu'on pourrait avoir vis-à-vis des GAFA, c'est d'imaginer qu'ils sont éthiquement neutres. Hein. Ils ont un projet éthique, c'est assez clair. Alors, c'est entre le progressisme et peut-être une forme de transhumanisme, hein, c'est-à-dire l'idée on va devoir utiliser toutes les ressources de la technologie qui sont à notre disposition pour pouvoir changer l'homme dans la mesure des possibilités. Ce projet, qui est parfois explicité et parfois tout à fait, il faut être conscient qu'à travers les différents services des GAFA, il est mis en œuvre. Alors le cas de ces applications de messagerie est très intéressant parce que justement, il prouve que peut-être que ces GAFA sont des géants au pied d'argile et que peut-être que le succès extrêmement rapide qu'ils ont eu peut aussi venir, peut avoir comme conséquence ou comme revers un échec possible très rapide. Je pense que c'est une possibilité. On voit la force de la demande, de la prise de conscience des consommateurs qui, au bout d'un moment, disent tiens, ce produit-là, pour telle raison, il ne me satisfait pas. Et on sait qu'il y a une demande pour ce qu'on appelle la privacy. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais la demande pour la vie privée, le respect de vos données. Cette demande, cette prise de conscience, elle a mis du temps à apparaître, mais aujourd'hui, elle se fait corps. Et elle peut motiver des gens à massivement quitter un produit. C'est une forme de boycott. Et il n'y a pas de meilleur boycott dans un marché libre que le fait de se détourner d'un produit. Vous allez utiliser un autre produit et vous allez prendre, alors Telegram pourquoi pas, Signal, et puis à un autre moment, on sera peut-être plus content de ces nouvelles applications, et puis il y en aura d'autres, et c'est la force du marché, et c'est peut-être ça le vrai espoir qu'on peut avoir. C'est que derrière l'apparence de capacité monopolistique prodigieuse et de capacité à enfermer dans leur écosystème, ces GAFA, ils vont rester très dépendants d'acteurs qui vont être capables de répondre mieux différemment à une autre demande du consommateur. Alors c'est vrai qu'ils ont toujours ce problème-là et c'est un peu la malédiction de ces plateformes, c'est la question de la monétisation. Google l'a résolu depuis longtemps, mais on sait que des entreprises comme Snapchat ou Twitter ont beaucoup de mal à monétiser ce service qu'on a pris l'habitude d'avoir gratuitement. Peut-être un peu comme pour la presse, on a mis du temps à comprendre qu'il fallait soutenir la presse, qu'il fallait s'abonner, et on a vu finalement les meilleurs titres arriver à trouver bon an, mal an, un modèle sur abonnement, on pourrait dire une sorte de modèle de freemium. La plupart de ces plateformes vont aussi devoir trouver un équilibre avec l'idée du freemium. On pourrait imaginer par exemple que si vous voulez que vos données soient cryptées, vous payez en partie. En fait, c'est un service que vous payez. Ce qui ne règle pas complètement la question, parce que ça veut dire que vous allez avoir, en gros, j'avais écrit un papier là-dessus, mais en gros, les pauvres, pour simplifier, qui vont devoir donner leurs données, qui vont devoir accepter les publicités, qui vont devoir donc louer leur cerveau parce qu'ils n'ont pas la capacité de payer pour éviter d'avoir ça. C'est-à-dire que la liberté risquerait de devenir une sorte de privilège aristocratique, le privilège des gens aristocratiques, ou on pourrait dire peut-être plutocratique, plutôt les gens qui ont les moyens de couper la publicité, d'avoir l'abonnement sans publicité et de ne pas louer en quelque sorte leur temps de cerveau disponible. Et ça pose un vrai problème parce que ça a des conséquences démocratiques. Le grand avantage, c'est que ces grands entrepreneurs-là, ils peuvent émerger extrêmement vite. Ils peuvent aujourd'hui avoir 15, 20 ans, et en quelques années, ils peuvent émerger. Alors c'est difficile à dire aujourd'hui, on a quelques belles entreprises en France. Hein. Et quand on creuse un peu, quand on s'intéresse, on le fait un peu avec Sapiens, on reçoit beaucoup de startups, il y a beaucoup de business qui marchent. Il y a des business qui ont une place au niveau mondial. Alors ça n'a pas la taille des très très grandes plateformes, mais je crois qu'il ne faut vraiment pas désespérer. Un des points d'optimisme qu'on peut avoir le plus fort, c'est que la French Touch, ça existe vraiment. C'est-à-dire que l'excellence de notre formation, ce qui ne veut pas dire que par ailleurs notre système éducatif ne soit pas en très très grave déliquescence, mais on a encore des poches d'excellence dans notre formation qui font qu'on a vraiment des gens excellents au niveau mondial dont on n'a pas à rougir par rapport aux autres. Et donc ces gens-là, ils peuvent continuer, on peut espérer qu'ils soient demain les créateurs des grandes entreprises.